Tant que tu croiras être l'ego, toute ta vie ne sera qu'une réaction déguisée en choix. L'ego souffre parce qu'il se prend pour toi. L'âme observe parce qu'elle n'a jamais été en danger. Tu n'es pas le bruit dans ta tête, tu n'es pas la voix qui juge, accuse et se défend sans cesse. Tu es ce qui perçoit ce bruit. La douleur que tu ressens ne vient pas de la vie, elle vient de l'identification à l'ego. Rumi indique un seul choc libérateur. Lorsque tu cesses de confondre l'observateur avec le personnage, quelque chose en toi tombe, et quelque chose de plus profond demeure vivant, silencieux et réel. Tu n'es pas l'ego qui parle dans ta tête, mais tant que tu ne le vois pas clairement, tu continueras à vivre sur la défensive, à tenter de t'expliquer, de te prouver, de te sauver, comme si tu étais toujours menacé. Cette fatigue profonde que tu ressens ne vient pas de la vie. Elle vient de la confusion entre celui qui observe et la voix qui réagit. L'ego est du bruit. C'est la peur déguisée en contrôle, un mouvement constant qui tente de ne pas disparaître. Il parle sans arrêt parce qu'il sait que, dans le silence, il perd son trône. Quand tu crois que cette voix est toi, tu souffres. Quand tu perçois que tu es celui qui écoute cette voix, quelque chose se relâche au-dedans. L'ego déteste cela, car il n'existe que tant que tu te confonds avec lui. Tout ce que tu appelles « moi » change, oscille, réagit, se contracte, et précisément parce que cela change, cela ne peut pas être toi. La souffrance naît lorsque tu t'identifies à ce mouvement et que tu appelles cela une identité. Ce n'est pas la faiblesse qui te fait souffrir, c'est l'identification. L'ego transforme toute situation en attaque personnelle, toute critique en menace, toute perte en effondrement. Mais il existe en toi quelque chose qui observe simplement tout cela se produire, intact, silencieux, entier. Tant que tu vis comme ego, tu vis en guerre. Lorsque tu observes l'ego, la guerre commence à tomber d'elle-même. Tu n'es pas ton ego, tu es la conscience qui l'observe. Et plus tu tentes d'y échapper, plus la vie se resserre, parce que l'ego vit de bruit, d'histoire, de drame, tandis que la conscience vit de silence. Et ce silence fait peur parce qu'il ne négocie pas avec tes excuses. Il ne valide pas tes masques. Il montre simplement nu et cru que tu as passé des années à défendre quelque chose que tu n'as jamais été. L'ego crie « c'est moi ». Mais tout ce qui crie demande confirmation, et ce qui demande confirmation naît déjà fragile, tandis que ce qui observe n'a rien à prouver. Cela est. Vois-tu comme l'ego arrive toujours après? La situation survient, la vie se met en mouvement, et ce n'est qu'ensuite que la voix apparaît pour expliquer, juger, accuser, créer un scénario afin de te maintenir prisonnier de la sensation de contrôle. La conscience, elle, était déjà là avant la réaction, et elle sera encore là après que la pensée se sera dissoute. C'est simple, mais dévastateur, parce que cela démonte l'idée que tu es ce récit intérieur qui commente tout comme s'il détenait la vérité. Rumi le montrait sans pitié. Tant que tu t'identifies à la pensée, tu vis comme un mendiant en quête de sens. Lorsque tu perçois que tu es celui qui observe la pensée, tu découvres que rien n'a jamais manqué. L'ego veut être quelqu'un, veut un nom, une place, une reconnaissance, tandis que l'âme ne veut pas de scène, seulement la présence. Et c'est pourquoi l'ego est toujours fatigué et la conscience ne s'effondre jamais. Observe maintenant, sans effort. Une peur surgit, serre la poitrine, crée des images du futur, et pourtant quelque chose en toi voit cela se produire. Ce quelque chose ne panique pas, ce quelque chose ne fuit pas, ce quelque chose ne demande pas secours. Ce quelque chose, c'est toi. La peur n'est que l'ego qui tente de maintenir le commandement par la tension. L'ego survit en te convainquant que sans lui tu n'existes pas, que si tu lâches le contrôle, tout s'écroule. Mais regarde, quand tu dors, l'ego se tait, et pourtant tu existes. Quand la pensée s'arrête une seconde, tu ne disparais pas. Ce qui disparaît, c'est l'illusion du commandement. La conscience demeure intacte, silencieuse, réelle. La souffrance naît exactement au point où tu dis « c'est moi à quelque chose qui change ». Aujourd'hui confiant, demain insécure. Aujourd'hui fort, demain fragile. Si tu étais cela, tu serais condamné à l'instabilité éternelle. Rumi insistait « ce que tu es ne change pas. Ce qui change n'est que le nuage qui passe dans le ciel de la conscience. » Et plus tu tentes d'améliorer l'ego, plus tu t'enfonces dans le labyrinthe, car l'ego adore l'évolution, les objectifs, l'identité spirituelle, pourvu qu'il reste au centre. Le soufisme tranche à la racine. Il ne s'agit pas d'améliorer ce que tu penses être, il s'agit de voir que tu ne l'as jamais été. Ce choc n'est pas confortable,
Il est libérateur. Tu ressens une résistance maintenant parce que l'ego perçoit le danger. Il commence à dire que c'est abstrait, que cela ne sert pas à la vie réelle, que tu as besoin de solutions pratiques. Mais la vérité est simple et brutale. Tant que tu te croiras être l'ego, toute solution ne sera qu'un nouveau pansement sur une blessure qui ne se referme jamais. Quand tu te reposes comme conscience, la vie se réorganise d'elle-même. Remarque comme l'ego veut toujours avoir raison, toujours gagner, toujours se défendre, même lorsqu'il n'y a pas d'attaque. La conscience ne gagne ni ne perd, parce qu'elle ne joue pas, elle observe le jeu se dérouler. Et dans cet observer, quelque chose en toi se détend pour la première fois, comme si une guerre ancienne prenait enfin fin. Rumi parlait du feu qui brûle le faux pour révéler le réel. Ce feu, c'est l'attention honnête. Il ne s'agit pas de lutter contre l'ego, mais de le voir clairement. Au moment où tu vois, l'identification se dessert. L'ego continue de parler, mais il ne commande plus. Il devient un bruit de fond, non une identité. Et cela change tout dans les relations. Quand quelqu'un te provoque, l'ego réagit. Quand tu observes la réaction, la conscience apparaît. Tu n'as pas besoin de réprimer quoi que ce soit, seulement de ne pas te confondre. La colère passe, la tristesse passe, la peur passe, mais celui qui observe ne passe jamais. C'est le point que tu as toujours ignoré. Vois-tu comme tu as toujours tenté de te sauver de toi-même? L'ego crée le problème et vend la solution. La conscience ne crée aucun problème. Elle voit simplement. Et en voyant, elle dissout. Telle est l'alchimie soufie. Assez de lumière et l'illusion ne se maintient pas. Peut-être comprends-tu maintenant pourquoi tant de quêtes spirituelles devient fatigue. C'est l'ego qui cherche à devenir illuminé. Rumi démontre cela avec une simplicité presque cruelle. La lumière n'est pas quelque chose que tu atteins, c'est ce qui voit déjà la quête se produire. Quand tu commences à toucher cette perception, un vide étrange apparaît, parce que le personnage perd de sa force. Ce vide effraie, mais ce n'est pas une absence, c'est un espace. L'espace où l'âme respire sans le poids de l'identité. L'ego appelle cela une perte. La conscience le reconnaît comme un soulagement. Tout ce que tu appelles mon problème n'existe que parce que quelqu'un en toi s'est approprié l'expérience. Quand l'appropriation tombe, le problème devient mouvement de la vie, non attaque personnelle. Cela ne te rend pas passif, cela te rend lucide. Tu agis sans porter le drame. Rumi n'a jamais promis une vie sans douleur. Il a promis une vie sans prison intérieure. La douleur peut surgir, mais elle ne devient pas une identité. L'ego souffre et se définit par la souffrance. La conscience ressent et laisse passer. Cette différence déplace tout l'axe de l'existence. Et plus tu observes, plus tu perçois que tu n'as besoin d'arriver nulle part. Il n'y a pas d'état final, il y a une clarté croissante. Chaque fois que tu ne te confonds pas, quelque chose en toi se relâche. Chaque fois que tu t'observes, l'âme gagne de l'espace. Peut-être que la question la plus honnête maintenant n'est pas comment appliquer cela, mais qu'est-ce qui, en moi, insiste encore pour être l'ego? Cette question ne demande pas de réponse mentale, elle demande la présence. Et lorsque tu demeures avec elle, quelque chose commence à se révéler sous l'histoire. Car si tu n'es vraiment pas l'ego, quoi d'autre est encore confondu avec toi? Et si cette observation se poursuit, que peut-il encore tomber sans que tu aies besoin de pousser? Tu n'es pas ton ego, tu es la conscience qui l'observe. Et plus cela devient clair, plus l'ego tente de s'infiltrer en disant « D'accord, j'ai compris », parce que même comprendre devient une stratégie de survie. C'est pour cela que Rumi ne parlait pas à l'esprit. Il parlait pour briser l'esprit, pour épuiser le personnage jusqu'à ce qu'il ne reste que ce qui a toujours tout observé en silence. L'ego se nourrit de l'idée de continuité, du passé et du futur, de qui j'ai été et de qui je dois être, tandis que la conscience n'existe que maintenant, sans histoire, sans étiquette, sans poids. C'est pourquoi l'ego vit dans l'anxiété et l'âme dans la présence. Et tu le sens dans le corps. La tension est l'ego qui tente de retenir le temps. La détente est la conscience qui se repose dans l'instant. Chaque fois que tu dis « je suis comme ça », sois attentif. Cela change. L'humeur change. L'émotion change. La pensée change. Si cela change, ce n'est pas toi. Rumi martelait ce point. Ce que tu es ne s'en va pas, n'oscille pas, n'entre pas en crise. Ce qui entre en crise, c'est le rôle que tu endosses. L'ego a besoin de comparaison pour exister. Il ne sait vivre qu'en regardant l'autre, en mesurant, en se défendant, en rivalisant, en se rabaissant ou en se gonflant. La conscience ne compare pas,
elle voit. Et lorsque tu vois sans comparer, quelque chose en toi s'apaise d'une manière jamais connue auparavant, parce que la guerre intérieure perd son sens. Peut-être perçois-tu maintenant que l'ego parle toujours à la première personne, mais n'est jamais réellement présent. Il commente la vie comme quelqu'un qui regarde de l'extérieur. La conscience, au contraire, ne commente pas. Elle ressent. Et ressentir fait peur, parce que ressentir dissout le récit que l'ego utilise pour se protéger. Rumi ne te disait pas de détruire l'ego, car ce serait encore une lutte. Il pointait quelque chose de plus subtil. Vois l'ego comme un mouvement, non comme une identité. Quand tu vois le mouvement, il perd le pouvoir de t'entraîner. L'ego devient un phénomène, non un maître. As-tu remarqué comme l'ego veut toujours une fin, une conclusion, une réponse finale, une certitude? La conscience n'a rien à fermer. Elle demeure ouverte. C'est pourquoi l'ego demande sans cesse « quand est-ce que ça finit ?» Et l'âme ne demande jamais rien. Elle demeure simplement. La fatigue profonde que tu ressens ne vient pas de la vie. Elle vient de l'effort pour soutenir une identité. Être quelqu'un demande du travail. Observer n'en demande pas. Et cette différence change tout. Quand tu te reposes comme observateur, l'énergie qui servait à te défendre commence à circuler librement. L'ego dit « c'est dangereux, tu vas perdre le contrôle ». La conscience répond en silence, en montrant que le contrôle n'a jamais existé. La vie s'est toujours déroulée seule. Tu essayais seulement de poser ton nom sur le flux. Rumi parlait de la reddition non comme d'une défaite, mais comme d'un retour au réel. Se rendre, c'est cesser de se confondre. C'est arrêter de pousser la rivière. C'est voir que tu n'es ni le courant ni la rive, mais ce qui voit la rivière passer. Et plus cela s'approfondit, plus tu réalises que tu n'as rien à changer extérieurement. Le travail est intérieur, mais ce n'est pas un effort, c'est de la clarté. La clarté fait mal au début parce qu'elle démonte les illusions, puis elle devient un soulagement continu. L'ego veut toujours s'approprier même la conscience en disant « maintenant je suis conscient ». C'est le dernier tour. Quand tu le vois, tu ris intérieurement parce que tu observes l'ego tenter d'utiliser le silence comme identité. Et dans ce rire intérieur, quelque chose se libère encore une fois. Tu commences à remarquer que les pensées vont et viennent comme des nuages, les émotions comme des vagues, les situations comme des scènes. Et toi, étrangement, tu n'es rien de tout cela. Tu es l'espace où tout apparaît. Rumi désignait cet espace par la poésie, car il n'existe pas d'autre manière d'indiquer ce qui n'a pas de forme. La plus grande peur de l'ego est de disparaître. Mais l'ego ne disparaît pas, il perd seulement le trône. Il continue de fonctionner pour le nécessaire de la vie, mais il ne commande plus. Et c'est cela la véritable liberté, ne pas éliminer l'ego, mais le retirer du centre. Quand cela arrive, tu agis avec plus de précision, non avec moins. L'action naît de la clarté, non de la réaction. L'ego réagit, la conscience répond. Cette différence transforme les décisions, les relations, les choix, tout. Peut-être commences-tu maintenant à comprendre pourquoi Rumi traverse encore les siècles, non parce qu'il offrait du réconfort, mais parce qu'il exposait la racine de la souffrance humaine, la confusion entre l'observateur et l'histoire observée. Tant que cette confusion existe, il n'y a pas de paix. Et plus tu écoutes cela, plus quelque chose en toi reconnaît sans comprendre. Cette reconnaissance n'est pas mentale, elle est corporelle. C'est un oui silencieux qui ne demande aucun argument. Et ce oui commence à ouvrir une autre couche de perception. Car si tu n'es pas l'ego qui réagit, pense et souffre, alors qui es-tu lorsque tout cela est vu de loin? Et qu'est-ce qui est encore confondu avec toi sans que tu t'en sois aperçu? Tu n'es pas ton ego, tu es la conscience qui l'observe. Et si cela commence à faire mal maintenant, c'est parce que l'ego est vu, non attaqué. Rien n'effraie davantage l'ego que d'être vu sans réaction, car il n'existe que tant que tu te confonds avec lui, tant que tu crois que la voix est toi et non quelque chose qui surgit en toi. L'ego a besoin que tu sois toujours impliqué, toujours en train de réagir, toujours convaincu que chaque pensée est personnelle, que chaque émotion est définitive, que chaque peur est un avertissement réel. La conscience, au contraire, ne s'implique pas, elle perçoit. Et percevoir n'est pas se retirer de la vie, c'est cesser d'être kidnappé par elle. Tu as passé toute ta vie à croire que tu devais changer ce que tu es, alors que le point a toujours été de voir ce que tu n'es pas. L'ego vit de tentatives, de corrections, de promesses d'amélioration. La conscience ne s'améliore pas parce qu'elle n'a jamais été en faute. Elle a seulement été recouverte.
Chaque fois que tu dis « c'est moi », observe de plus près. Est-ce une émotion? Elle passe. Une pensée? Elle change. Un rôle social? Il tombe quand tu es seul. Ce qui observe tout cela ne change pas. Et ce qui ne change pas ne peut être touché par la confusion. Rumi pointait ce lieu avec une insistance implacable. La souffrance n'est pas dans le monde, elle est dans l'identification. Tant que tu te confonds avec l'ego, le monde devient une menace. Quand tu te reconnais comme conscience, le monde devient mouvement. L'ego t'a convaincu que tu devais te défendre en permanence. Défendre ton image, ton opinion, ton histoire, ta douleur. La conscience ne défend rien, parce qu'elle n'a pas d'image. Et quand tu n'as pas d'image, il n'y a rien à protéger. Remarque comme l'ego parle toujours fort, exige toujours l'attention, crée toujours l'urgence. La conscience ne crie pas, elle est là même quand tu l'ignores. Elle était là dans ton enfance, avant l'histoire. Elle est là, maintenant. Elle sera là quand la pensée se taira. L'ego dit « sans moi, tu ne fonctionnes pas ». Mais observe les moments où tu agis avec une véritable clarté. Ils surgissent quand la pensée disparaît un instant, quand tu vois simplement et agis. Là, l'ego était silencieux. Et pourtant tout fonctionnait mieux. Tu confonds intensité et vérité. L'ego est intense, la conscience est claire, et la clarté n'a pas de drame. C'est pourquoi l'ego appelle la clarté vide, ennui, manque. Mais ce vide n'est que l'absence de bruit. La peur de perdre l'ego est la peur de ne plus savoir qui tu es. Mais cette ignorance est fertile, c'est là que l'âme respire. L'ego veut des réponses, la conscience soutient les questions sans se briser. Quand quelqu'un te blesse, observe. La douleur surgit, mais celui qui souffre est l'ego, parce qu'il transforme la sensation en identité. La conscience sent la douleur passer, sans en faire une histoire. Ce simple déplacement change tout. L'ego veut justice, reconnaissance, validation. La conscience veut la vérité, et la vérité ne négocie pas avec l'orgueil. C'est pourquoi ce chemin ne plaît pas au personnage. Il le démonte. Tu n'as pas besoin de tuer l'ego, ni de l'expulser, ce serait une autre guerre. Il suffit de ne pas te confondre. L'ego peut continuer à parler, il n'a simplement plus besoin d'être le maître de la maison. Toute quête spirituelle échoue lorsqu'elle devient un projet de l'ego. Je vais m'éveiller, j'y arriverai. La conscience n'arrive nulle part, elle reconnaît qu'elle a toujours été ici, et cela démonte toute la course. L'ego vit toujours dans le temps. Il se souvient, projette, compare. La conscience vit seulement maintenant, et le maintenant ne pèse pas, n'exige pas, ne menace pas. C'est pourquoi l'ego fuit le maintenant. Tu ressens un soulagement lorsque tu vois que tu n'as plus à soutenir ce que tu penses être. Ce soulagement ne vient pas d'une conquête, mais d'un lâcher-prise. Lâcher l'histoire, lâcher le rôle, lâcher le contrôle. L'ego se définit par des limites. Ceci je suis, ceci je ne suis pas. La conscience n'a pas de bord. Elle inclut tout sans se mélanger à rien. C'est pourquoi elle n'entre pas en conflit. Plus tu observes, plus tu vois que l'ego n'est pas un ennemi mais une habitude. Une vieille habitude de confusion. Et les habitudes tombent lorsqu'elles sont vues avec constance, non lorsqu'elles sont combattues. Peut-être comprends-tu maintenant pourquoi cet enseignement traverse les siècles. Parce qu'il n'offre pas de distraction, il offre une coupure silencieuse entre ce qui passe et ce qui voit passer. Et plus cette coupure s'approfondit, plus tout devient simple. Moins d'explications, moins de défense, moins de bruit. Non parce que la vie est devenue facile, mais parce que tu as quitté le mauvais endroit. Si tu n'es pas l'ego qui réagit, se défend et souffre, qu'est-ce qui est exactement ici, maintenant, en train d'écouter cela? Et que se passe-t-il si tu restes encore un peu à observer, sans chercher à tirer la moindre conclusion? Tu n'es pas ton ego, tu es la conscience qui l'observe. Et tant que cela ne tombe pas complètement en toi, la vie continue de paraître lourde, injuste et confuse, parce que l'ego transforme tout en quelque chose de personnel, comme si l'univers te mettait sans cesse à l'épreuve, alors qu'en réalité, l'épreuve n'est qu'une seule chose. Es-tu identifié ou es-tu en train d'observer? L'ego dit toujours « cela m'est arrivé », et c'est là que le nœud se forme. La conscience ne dit jamais « à moi », elle voit simplement l'événement surgir et passer. Et cette petite différence change tout, car lorsqu'il n'y a pas de quelqu'un attaqué, il n'y a plus de guerre intérieure à soutenir. Vois-tu comme l'ego a toujours besoin d'un coupable? Soit toi, soit l'autre, soit la vie. La conscience ne blâme personne, parce qu'elle ne se sépare pas du flux. Elle voit la cause et l'effet,
non l'offense et le châtiment. Et cette vision dissout le poids que tu portes sans t'en rendre compte. Rumi montrait que l'ego est comme un hôte bruyant que tu as pris pour le maître de la maison. Il parle fort, exige l'attention, déplace les meubles, mais il n'a jamais été le propriétaire. Quand tu le comprends, l'hôte perd son autorité sans que tu aies besoin de l'expulser. L'ego répète que tu dois t'affirmer, te positionner, t'imposer. La conscience ne s'impose pas, elle demeure, et ce qui demeure n'a rien à prouver. C'est pourquoi la véritable fermeté naît du silence, non de l'affrontement. Observe comment l'ego transforme même l'amour en attachement et en peur de perdre. La conscience aime sans retenir, et lorsqu'il n'y a pas de crispation, il n'y a pas de souffrance anticipée. L'ego appelle cela un risque. L'âme y reconnaît la liberté. Tu as passé des années à croire que tu devais te protéger du monde, alors que ce dont tu avais besoin, c'était de cesser de te protéger de sentir. L'ego crée des armures, la conscience les dissout. Et sans armure, la vie touche, mais ne blesse pas. L'ego réclame toujours des garanties. Est-ce que ça va marcher? Vais-je être reconnu? Vais-je perdre? La conscience vit sans garantie, parce qu'elle ne dépend pas du résultat pour exister. Et c'est une paix que l'ego ne comprend jamais. Quand tu t'identifies à l'ego, chaque erreur devient une preuve d'échec. Quand tu observes en tant que conscience, l'erreur devient un apprentissage en mouvement. Là où il n'y a pas de personnage, il n'y a pas d'humiliation. Rumi parlait de mourir avant de mourir, car il savait que tant que l'ego gouverne, tu vis comme quelqu'un qui se défend déjà de la fin. Quand l'identification tombe, la vie est vécue maintenant, non comme une préparation. L'ego court toujours après le sens, parce qu'il se sent vide. La conscience ne cherche pas le sens, elle est l'espace où le sens apparaît et disparaît, et le voir met fin à toute une quête. Remarque comme l'ego aime accumuler. Histoire, traumatisme, titre, douleur. La conscience n'accumule rien, c'est pourquoi elle est légère. Et cette légèreté ne vient pas de conquérir, mais de ne pas porter. L'ego dit « je suis comme ça ». La conscience observe « cela est ainsi ». Un verbe change tout, un verbe dissout une prison, et tu as vécu enfermé pour ne pas l'avoir vu. Quand quelqu'un te rejette, l'ego a l'impression que tu disparais. La conscience sait que rien n'a été touché. Et lorsque tu vis depuis cet endroit, la dépendance émotionnelle commence à tomber sans effort. L'ego se nourrit du passé et du futur. La conscience n'existe qu'ici. Et ici n'a pas la charge que tu imagines. Ici, il n'y a que la vie en train de se produire. Rumi ne voulait pas des disciples. Il voulait des êtres libérés de leur propre confusion. C'est pourquoi ses enseignements ne caressent pas l'ego, ils l'exposent. Et c'est cette exposition qui guérit. Plus tu observes, moins tu réagis. Et moins de réaction ne signifie pas apathie, mais précision. Tu réponds depuis la clarté, non depuis l'impulsion. L'ego transforme tout en identité. Je suis le blessé, je suis le fort, je suis le chercheur. La conscience n'accepte pas les étiquettes. Et sans étiquette, il n'y a pas de prison. Tu commences à voir que tu n'as pas besoin de tant te défendre, que tu peux écouter sans te replier, que tu peux agir sans te prouver. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est une liberté intérieure. Et plus cette perception mûrit, plus elle devient silencieuse. Moins de besoin de parler, d'expliquer, de convaincre. La vérité se soutient d'elle-même quand tu ne la confonds pas avec l'ego. Si tu n'es vraiment pas l'ego qui réagit, se définit et souffre, qu'est-ce qui tente encore de s'affirmer en toi maintenant? Et que se passe-t-il si, au lieu de répondre, tu observes simplement une fois de plus? Tu n'es pas ton ego, tu es la conscience qui l'observe. Et tout en toi le sait à un certain niveau, mais l'ego a passé toute ta vie à crier plus fort pour empêcher cette vérité de remonter. Car l'instant où tu vois cela clairement est l'instant où le personnage commence à perdre son pouvoir, et l'ego ne survit pas s'il n'est pas pris au sérieux. L'ego n'existe que tant que tu y crois. Il a besoin que tu confondes la pensée avec l'identité, l'émotion avec la vérité, la réaction avec le choix. Sans cette confusion, il devient un simple mouvement passager, et c'est précisément ce qu'il tente d'éviter en créant urgence, peur et drame. Chaque fois que l'esprit dit « c'est moi », la souffrance naît, car l'ego s'approprie tout, la douleur, la colère, l'orgueil, la culpabilité. La conscience ne s'approprie rien, elle voit, et ce qui est vu ne gouverne pas. Tu vis fatigué parce que l'ego vit en état d'alerte permanent, toujours à attendre l'attaque, le rejet, l'échec, la perte. La conscience n'entre jamais en alerte,
parce qu'elle ne peut pas être menacée. Le corps se détend quand tu quittes le mauvais endroit. L'ego a besoin d'histoire. Il vit du passé et du futur. La conscience n'existe que maintenant. C'est pourquoi l'ego déteste le silence. Dans le silence, il n'y a pas de récit pour soutenir l'illusion du contrôle. Quand quelqu'un te blesse, ce n'est pas la conscience qui souffre, c'est l'ego qui se sent diminué. Quand quelque chose tourne mal, ce n'est pas l'âme qui panique, c'est l'ego qui perd la sensation de commandement. Voir cela change la racine même de la réaction. L'ego veut toujours s'expliquer, se justifier, se défendre. La conscience n'a pas besoin de défense parce qu'elle n'a pas d'image. Et sans image, aucune attaque n'est possible. Tu confonds l'intensité avec la vérité parce que l'ego parle fort. La conscience est simple, presque invisible. Pourtant, c'est elle qui demeure quand tout passe. L'ego dit « Sans moi, tu n'existes pas. » Mais observe, dans les rares moments de silence intérieur, tu ne disparais pas. Ce qui disparaît, c'est le bruit. Et cela révèle tout. La peur de l'ego est de devenir insignifiant. Il préfère te faire souffrir plutôt que de te laisser voir que tu n'as jamais été lui. C'est pourquoi il transforme même la spiritualité en identité. Tant que tu tentes d'améliorer l'ego, il reste aux commandes. Quand tu observes l'ego, il commence à perdre de sa force, non par la lutte, mais par la clarté. La conscience ne cherche pas à changer quoi que ce soit. Elle voit, et en voyant, elle démonte. L'ego tente de tout réparer, parce qu'il est l'erreur elle-même essayant de se sauver. Tu ne souffres pas parce que tu ressens des émotions. Tu souffres parce que tu t'y identifies. L'émotion passe. L'identification crée la prison. L'ego veut arriver quelque part. La conscience est déjà là. Et le voir met fin à une course entière dont tu ignorais même l'existence. Quand tu te reposes comme observateur, quelque chose en toi se relâche sans effort. Ce soulagement ne vient pas d'une victoire, mais de la sortie de la confusion. L'ego se nourrit de comparaison. La conscience ne compare pas. C'est pourquoi elle est libre, et cette liberté effraie ceux qui vivent de la mesure de leur valeur. Tu n'as pas besoin de détruire l'ego. Il suffit de ne pas te confondre. Il peut continuer à parler, il n'a simplement plus besoin de commander. La véritable transformation ne se produit pas lorsque l'ego s'améliore, mais lorsqu'il perd le centre. Ce n'est pas confortable, c'est libérateur. Tu commences à voir que tu n'as pas besoin de réagir à tout, que tu peux écouter sans te replier, que tu peux agir sans te prouver. C'est la conscience en action. Plus tu observes, moins tu te perds. Moins tu t'identifies, plus tu deviens entier. Aussi simple que cela. Et si tu n'es pas l'ego qui réagit, souffre et se défend, qui est donc ici maintenant conscient de tout cela en silence, observant? Tu n'es pas ton ego, tu es la conscience qui l'observe. Et plus tu écoutes cela, plus l'ego tente de se contracter, parce qu'il sait qu'il est vu. Être vu est le commencement de la fin de sa domination, car l'ego ne gouverne que tant qu'il demeure invisible, confondu avec ce que tu crois être. L'ego a besoin que tu sois toujours occupé, toujours en réaction, toujours impliqué dans un conflit interne ou externe. Quand tu t'arrêtes et observes, il perd de sa force, car rien ne nourrit davantage l'ego que ton attention aveugle. Tu crois être fatigué à cause de la vie, mais la fatigue vient de l'effort constant pour soutenir une identité. L'ego doit être entretenu, défendu, réaffirmé. La conscience n'a besoin d'aucune maintenance. Elle est. L'ego transforme chaque pensée en vérité absolue. La conscience voit la pensée comme un mouvement, et tout ce qui est mouvement passe. Lorsque tu comprends cela dans le corps, pas dans la théorie, la prison commence à s'ouvrir. L'ego répète « c'est sérieux, c'est personnel, cela définit qui je suis ». La conscience observe et voit que rien de tout cela ne demeure assez longtemps pour être toi, et cette perception démonte le drame à la racine. Tu remarques que l'ego arrive toujours en retard. D'abord la vie se produit, ensuite l'ego commente, juge, se plaint, se victimise. La conscience est là, avant, pendant et après, intacte, silencieuse. L'ego a besoin de problèmes pour exister. S'il n'y en a pas, il en crée. La conscience ne crée rien, elle présence. Et là où il y a présence, le problème ne prend pas racine. Tu ne souffres pas parce que tu ressens peur, tristesse ou colère. Tu souffres parce que l'ego dit « c'est moi ». Quand cette phrase tombe, l'émotion continue d'exister mais elle ne devient plus une prison. L'ego vit dans la comparaison constante, valeur, succès, reconnaissance. La conscience ne mesure rien. C'est pourquoi elle est légère. Et cette légèreté,
dérange ceux qui vivent alourdis par l'identité. L'ego veut des réponses définitives. La conscience soutient le mystère sans anxiété. Cette capacité à demeurer dans le non-savoir est une maturité spirituelle réelle, pas un beau discours. Quand tu observes l'ego, tu vois qu'il n'est jamais satisfait. Toujours plus de contrôle, plus de certitude, plus de validation. La conscience ne veut rien, et précisément pour cela, elle est en paix. L'ego se nourrit du passé et du futur. La conscience n'existe qu'ici, et l'ici, lorsqu'il est vraiment vu, n'a pas le poids que tu imaginais. Tu commences à voir que beaucoup de mauvaises décisions sont nées du besoin de l'ego de se protéger, non de la clarté de la conscience. Le voir apporte de l'humilité, pas de la culpabilité. L'ego déteste le silence, car dans le silence, il ne peut pas se soutenir. La conscience aime le silence, car c'est là qu'elle se reconnaît. Tu n'as pas besoin d'expulser l'ego de ta vie. Il peut rester comme un outil. L'erreur a été de le mettre sur le trône. Quand la conscience reprend le centre, l'ego devient un employé, non un chef. Il sert, il ne commande plus. Et cette inversion change tout. L'ego veut que tu te prennes très au sérieux. La conscience voit tout avec légèreté, sans mépris, sans rigidité. Cette légèreté n'est pas de la négligence, c'est de la sagesse. Tu découvres que tu n'as pas besoin de réagir immédiatement à tout. Entre le stimulus et la réponse, un espace apparaît. Cet espace, c'est toi. L'ego appelle cet espace un danger. La conscience y reconnaît la liberté. Et plus tu demeures là, moins tu te perds. La transformation réelle n'est pas de devenir quelqu'un de meilleur, mais de cesser de croire que tu es l'ego qui doit s'améliorer. Cela démonte toute la quête, et plus cela s'approfondit, plus tu deviens simple. Moins de personnages, moins de défense, moins de bruit intérieur. Non parce que tu as perdu quelque chose, mais parce que tu as lâché un poids. Si tu n'es pas l'ego qui pense, réagit et souffre, qui est donc ce silence attentif qui demeure ici maintenant, alors que tout change, observe et reste? Si quelque chose en toi est resté silencieux en écoutant cela, ce n'était pas l'ego, c'était la conscience se reconnaissant elle-même. Si cette clarté t'a touché, demeure. Ne saute pas vers une autre vidéo comme le ferait l'ego. Abonne-toi pour continuer à traverser cette coupure intérieure. Active la cloche. Cette chaîne ne livre pas du confort, elle livre la vérité. Commente seulement si tu perçois, as-tu réagi ou observé la réaction. Deviens membre si tu sens que tu es prêt à aller au-delà de la surface et à entrer au cœur des enseignements soufis, là où l'ego ne survit pas. Ce n'est pas une chaîne de motivation, c'est une chaîne de désidentification, et tout le monde n'est pas prêt pour cela.